Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme chaque lundi, on se retrouve pour le premier zap de la semaine. On débute avec le Fear and Greed Index à 21, plus très loin à nouveau de l'extreme peur et le market order flow en recherche de vente. On passe aux résultats des tirages au sort qui ont eu lieu hier soir sur Twitch. Et au passage, merci à tous les zappeurs et zappeuses qui étaient présents. Le premier gagnant est Menelik avec le NFT 213, Millésime avec le 214, Seb420 remporte le 215, The Cash Story le 216 et David Birota qui gagne 2 NFT, le numéro 217 et le 218. Bravo à tous et merci pour votre participation. Pour ceux qui remportent un NFT Zap Crypto pour la première fois, n'oubliez pas de me contacter. Tous mes réseaux sont en description de chaque vidéo. Je vous souhaite à tous une belle semaine, passez un bon moment devant votre Zap favori. C'était Zap Crypto. Quelque chose d'assez étrange. Ils veulent en fait créer un nouveau standard, un nouveau format, ERC20R et ERC721R. Donc ça, c'est pour les tokens ERC20 sur le réseau Ethereum, on va dire les divers tokens qui existent sur Ethereum, en dehors de l'Ether. Et ERC721R, c'est pour les NFT. Donc ils veulent créer des tokens et des NFT réversibles. Ça veut dire quoi réversible? Leur proposition, c'est de dire, imaginez, il y a un piratage qui a lieu. Actuellement, on sait qu'il y en a de plus en plus souvent sur le réseau Ethereum. C'est de pouvoir proposer une méthode pour pouvoir récupérer l'argent qui a été volé. Concrètement, comment ça marcherait? Imaginez que vous êtes victime d'un piratage. Vous pouvez ensuite faire une demande au contrat de gouvernance pour bloquer les fonds. Ensuite, il y a un panel de juges décentralisé qui doit être défini d'une manière ou d'une autre, qui doit voter pour oui ou non pour bloquer les fonds, sachant que là, vous donnez aussi des preuves pour le fait que vous avez été bloqué. Et une fois que les fonds sont bloqués, là, la victime et l'attaquant, on va dire, peuvent à nouveau fournir des preuves, une sorte de procès, on va dire, qui va avoir lieu sur la blockchain, pour dire est-ce qu'effectivement c'est bien un piratage, est-ce que les fonds ont été volés, est-ce que c'est normal que la transaction soit réalisée ou non, et ensuite la gouvernance va voter pour dire ok ou pas ok pour ces fonds, ou on fait retour arrière et la transaction est complètement on revient en arrière et du coup la personne récupère son argent, ou rien ne se passe et la personne qui avait l'argent au final va le garder. C'est assez hallucinant de proposer ça parce qu'en fait ça va à l'encontre, on va dire, des principes sur Ethereum où les transactions, une fois qu'elles ont eu lieu, une fois que c'est dans un bloc ou plutôt dans plusieurs blocs, et ben c'est bon, il y a une finalité et plus personne ne peut revenir en arrière. C'est ce qu'on vendait sur la blockchain, hein, c'est le caractère irréversible. Une fois que c'est mis sur la blockchain, on peut pas changer les choses. Là, ils proposent une modification et la modification, ils veulent pas que les transactions soient réversibles tout le temps. Ils se disent c'est juste pendant 3 jours, pendant un certain nombre de jours qui doit être défini. Mais l'exemple qu'ils donnent, c'est pendant 3 jours. Chaque fois qu'une transaction est réalisée, on se donne un delta et on se dit on peut revenir en arrière si jamais il y a eu quelque chose. C'est pour se protéger, comme j'ai dit, principalement des piratages. CryptoHost qui nous parle cette fois-ci d'Ethereum avec en effet le passage d'Ethereum à un consensus de Proof of Stake, donc de preuve d'enjeu, symbolisé par l'événement The Merge qui a eu lieu il y a eu quelques semaines, début septembre, et cet événement a considérablement réduit l'inflation sur Ethereum. En effet, on aurait, selon les données recueillies sur les derniers jours, près de 95% d'inflation en moins par rapport à avant The Merge, donc par rapport au Proof of Work. On a l'article un peu plus détaillé ici, où on nous explique en fait qu'avec le Proof of Work, il y avait en moyenne 5,2 millions de jetons Ethereum qui étaient créés chaque année, et donc du coup ça faisait à peu près 7 milliards de dollars qui étaient créés chaque année si on prend le cours actuel de l'Ethereum. Et depuis qu'on a The Merge, on aurait donc du coup chaque année près de 260 000 nouveaux jetons Ethereum, ce qui représenterait 350 millions de dollars au cours actuel de l'ETH. Et donc ça ferait en gros 95% de moins que ce qu'on avait avant The Merge avec le Proof of Work. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, car s'il y a beaucoup moins d'inflation, ça va pouvoir permettre de garder les prix stables, voire même de faire augmenter les prix d'Ethereum à la hausse par la suite, puisque ça va tout simplement augmenter la rareté. Moins il y a de jetons de créés et de disponibles, et plus la rareté peut augmenter avec le temps. Donc c'est bien sûr une bonne chose que l'inflation diminue drastiquement grâce à The Merge, et donc grâce au consensus de Proof of Stake qu'on a depuis maintenant 2 semaines sur Ethereum. J'entends beaucoup des pros Ethereum ou autres
parler du fait que Bitcoin est un dinosaure, ne bouge pas assez, etc. Bon, déjà, il faut se rappeler, et je vais vous mettre un article sympa en description, que un protocole, ça bouge plus doucement qu'une plateforme, qu'une start-up. C'est pas une start-up Bitcoin, donc c'est sûr que ça va pas, en un an, on va pas deliver un produit nul en plus, comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. Mais Bitcoin évolue. Je pense que peu de gens sont au courant que Bitcoin évolue. Il y a eu plusieurs évolutions. Assez récemment, il y a eu Taproot. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a aussi le Lightning Network. Personne ne va lâcher le mou maintenant. Personne, toutes les entreprises rentrent dedans parce que tous y préparent l'avenir. Et vous devez faire la même chose. Vous préparez l'avenir. On est dans des périodes difficiles, mais on prépare l'avenir. Et lui, Michael Saylor, c'est ce qu'il fait aussi. Lui, il dit que le Bitcoin, $500 000. Voilà, le Bitcoin sera un jour à $500 000. Pourquoi pas? On peut dire tout ce qu'on veut. Moi, honnêtement, j'ai pas ces paroles-là. Je serais peut-être mort d'ici là. Mais oui, ça va pas baisser puisque les marchés ne vont pas s'arrêter, mes amis. Ça, c'est une chose qui est certaine. Les marchés ne vont pas s'arrêter. Aujourd'hui, on vit un mauvais trip. Pas de problème. On vit un mauvais trip depuis quelques mois. Ça s'est écroulé. Mais c'est pas la DeFi, c'est pas la crypto-monnaie, c'est pas le système de Satoshi Nakamoto, c'est pas les idées de Satoshi Nakamoto à la base qui se sont écroulées. C'est pas ça du tout, hein. On est loin du compte même. Au contraire, ça prend de l'ampleur puisque tout le monde est en train d'adopter ça. Tout le monde, les blockchains, ça y est, c'est parti, hein, même s'il y a plus de DeFi, même s'il y a plus d'argent dedans, le système blockchain, ça y est, les systèmes des blockchains, on a compris, boum, ça explose dans tous les sens. Maintenant, tout ce qui est système argent broché sur les blockchains, donc aussi la finance décentralisée, parce que bientôt va s'écarter ce qui sera vraiment décentralisé et ce qui va être crypto-monnaie qui seront centralisées. Vous verrez, tout doucement ça arrive, hein. On est en train de séparer tout ça tout doucement. Mais tous les deux vont toujours exister, hein. Et comme je le dis, le marché mondial s'est écroulé à cause des guerres, à cause de tout ce que vous voulez, hein, les guerres, inflation, machin, tout ce qu'on veut au monde. Aujourd'hui, on a l'or qui s'écroule, le pétrole qui s'écroule, bah tant mieux, ça coûtera moins cher à la pompe. Mais vous voyez, on a toutes tout s'écroule, quoi, tout s'écroule. Donc nous, on est en des actifs risqués, on a la même chose, on tombe aussi. Donc nous, on est peanuts dans le marché mondial. La crypto, même, il y en a, ça va pas leur plaire que je dise ça, mais on est peanuts. Au niveau des volumes, on est rien. On est que dalle. On est des actifs risqués dans un coin comme ça, par rapport à tout le marché. Mais on fait notre chemin. On fait notre chemin, et la preuve, je participe à ça, et j'en suis très très content, à mon niveau. Chacun à son niveau, évidemment. Et on a un chemin qui est en train de se dresser, qui est en train de se faire. Mais, quelque part, pour l'instant, la valeur, c'est que dalle, ça peut disparaître demain, ça va pas changer le monde, hein, il n'y a pas de problème, hein. Et, tandis que si le dollar disparaissait, si tout disparaissait, qu'il restait que la DeFi, ça changerait peut-être un peu le monde, vous voyez ce que je veux dire. Mais enfin, bon, passons, ça, c'est d'autres choses on peut en parler entre nous. Mais donc, demain, le marché va remonter. Le marché va remonter, mes amis. C'est obligé. J'ai connu ça depuis X temps. J'ai connu quasiment toutes les crises. Bon, pas ceux qu'il y avait au 19e siècle, hein, j'étais quand même pas vivant. Mais depuis des années 50, 60, on va dire, depuis les années 15. Depuis 75, je les ai toutes dans la tête, hein, on les a tous vécus, hein. Bon, voilà. Et je veux dire, bah, il y a des creux, on tombe, on s'écroule, on se ramasse par terre lamentablement, et on remonte. Et on remonte. Il faut être là au moment où ça remonte. Et ces mecs-là, comme Michael Saylor, ils ont bien compris ça. Ils sont déjà prêts à remonter, puisqu'ils ont l'artillerie pour, comme on dit, hein. Et quand ça va repartir, ça va être les chefs de file, comme on dit, hein. Et nous, c'est à nous de suivre tous ces chemins-là. À notre niveau, c'est à nous d'être prêts à repartir. Et si vous êtes là, tant mieux, c'est que vous êtes des champions du monde. Et puis quand ça repartira, ben, vous serez au bon moment. Mais pour l'instant, en attendant, il faut faire attention. Ça peut encore tomber. Ça peut encore un peu s'écrouler. On est d'accord? Ça peut encore s'écrouler. Moi, je ne le veux pas. Je veux que ça reste à 20 000, 18 000. Je veux que ça reste comme ça. Mais ça, c'est ce que je veux, hein. Tout le monde s'en fout de ce que je veux. Donc ça peut encore tomber, mes amis, hein. D'accord? Les tokens émis par des boîtes pour s'exposer à leur succès, c'est une innovation. C'est l'une des nombreuses retombées de la technologie blockchain. Et de manière pas du tout étonnante, les premières boîtes à avoir compris ça, c'est les boîtes qui travaillent dans le domaine de la blockchain, évidemment. Logiquement donc, vous avez une ribambelle de tokens émis par les bourses de crypto-monnaies elles-mêmes. Binance a le fameux BNB, Huobi le HT, OKEX le OKB, etc., etc. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'autres entreprises qui ont compris l'intérêt de faire ça, et donc les tokens d'exchange trustent un peu la catégorie de ce genre de tokens.
Mais si vous voulez mon avis, beaucoup d'autres boîtes qui ne sont pas des exchanges devraient suivre. Donc pour résumer, FTT n'a pas de fonctionnalité particulière et n'essaie pas de résoudre un problème. C'est juste un token qui permettrait de s'exposer au succès de la plateforme FTX. Et donc du coup la question qu'on a envie de se poser, comment les bourses de crypto comme FTX gagnent du pognon ? Eh bien c'est très simple, ils prennent une petite commission sur chacun des trades. Plus ils ont de clients, plus ils ont de trades, c'est-à-dire d'achat et de vente, et plus ils ont de trades, plus ils ont d'argent parce qu'ils empochent à chaque fois la petite commission. Alors je simplifie bien entendu, il y a les produits dérivés, il y a d'autres trucs, mais bon, en gros, plus il y a de volume, mieux c'est. Et donc normalement, si vous avez le bon réflexe, vous avez 2 questions. 1. Est-ce que c'est vrai que le prix du FTT est lié au succès de FTX ? Et 2. Est-ce que FTX aura du succès ? Retournement de situation. Il y a moins d'1 heure, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Binance CZ, plutôt le chef de Binance, vient de tweeter sur ce sujet en disant écoutez, on va changer les choses. Depuis vendredi dernier où j'ai discuté sur ça, on a pris en compte vos remarques. Et on va changer complètement d'approche, on va lancer le burn dès maintenant. Par contre, il est pas aussi élevé que ce qui était prévu. Ça va pas être un burn de 1,2%, ça va être juste le burn des frais de transaction qui sont récupérés par Binance. Donc les frais de transaction sur Binance c'est de l'ordre de 0,1% à peu près. Donc ça veut dire que chacun des trades qui va être réalisé sur Lounce et sur Binance, 0,1% va être burn. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois un exchange mettre en place ce type de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu quelque part ce type de choses. Mais pour moi, c'est vraiment énorme que l'exchange suive en fait la communauté pour mettre en place un burn. Première question, à quelle vitesse ça va aller ? Alors, c'est pas fini demain. Le marché, il aime bien anticiper comme d'habitude, mais pour moi, déjà, c'est pas fini demain. Quand on dépose ce genre de motion, on doit proposer une date pour que les parties viennent exposer les faits. C'est bien beau d'envoyer des courriers, etc., mais il faut que les avocats viennent parler devant le juge. Ça doit se passer au moins 31 jours après le dépôt des motions. Donc le dépôt des motions a été déposé maintenant il y a une dizaine de jours. Donc il reste encore 20 jours, plus les délais, parce que le juge il est pas dispo, c'est pas non plus ton cousin, tu vois. Donc c'est pas juste je te passe un coup de téléphone et j'arrive. Il faut la disponibilité du juge, il faut la disponibilité de tous les avocats. Et ensuite, il y a encore des délais, puisque le juge va se laisser du temps avant de reconvoquer tout le monde, etc. Donc pour moi, après, tout peut arriver, et puis je suis loin d'être un spécialiste du droit américain, mais je pense que avant la fin de l'année, il est complètement disproportionné de penser que ça va être tranché par le juge avant la fin de l'année. Donc le marché, on le sait, il pump forcément, comme d'habitude, mais est-ce que c'est bien raisonnable ? Voilà, c'est ma première question. Pour en revenir au mec qui avait quand même détourné 35 millions de dollars, je sais pas, 23 ans, on devrait être à peu près à 110, 120, 200 chacun, là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on n'est pas... On n'a pas la même inspi. Qu'est-ce qui nous manque, les gars ? 23 ans, le mec, il a été au sommet. Bon, j'avoue, là, il est en prison, même, mais... Voilà, je pense que c'est ça qui nous manque, c'est le côté où on en a rien à foutre de la loi. La légalité. Voilà, exactement. Tu sais comment il a escroqué celui-là, là ? Parce que c'est pour un ami, là. Pour un devoir d'histoire géo, j'ai besoin de... Il avait monté un fonds d'investissement. À travers ce fonds d'investissement, il y a plusieurs théories. Donc ce qu'il y a, c'est que soit il a pris l'oseille des gens pour aller investir et il leur a pas rendu, soit il a carrément pas investi, il l'a mis direct dans sa poche et il s'est barré. Dans les deux cas... Qu'est-ce que tu penses ? Il avait un peu de blé, il a monté sa chaîne YouTube, après il a fait un peu de blé pour sponsoriser ses articles. L'article, il l'a fait avant d'avoir soulevé les fonds des gens. Parce qu'à 23 ans, moi j'en ai, je sais pas quel âge, je vais pas vous le dire, je peux pas vous choquer. Mais dès que je demande 10 € à Moïd ou à David, ça commence à bégayer. Mais lui, à 23, il a soulevé des millions, il les a demandé comme ça avec sa gueule et on lui a donné. On va lancer un fonds d'investissement, les gars. Bienvenue chez nous, les rois de l'arnaque, les rois de la crypto. Ça va s'appeler le bas fonds d'investissement. Il avait réussi à payer certains articles et se faire promouvoir d'une autre façon que sa chaîne YouTube, sûrement. Ou sa chaîne YouTube avait suffi. Le mec, il avait dû dire investissez sur le XRP. Et à ce moment-là, le XRP, il a dû faire plus 20%. Et les gens, ils ont dû se dire oh, quel génie! Prends mon argent. À quel moment il s'est pas dit qu'il allait être dans la merde, lui? Au premier million, il s'est dit non, ça suffit pas, on continue. J'en ai encore sous le pied, les gens, ils veulent encore m'en donner. Bernard Madoff, il l'a fait, il avait pas 20 piges. Et il l'a fait sans sourire. Et il refusait des clients. Il refusait des clients? Ah oui. En fait, tout le monde voulait aller chez lui, et lui, il faisait exprès de dire non. Toi, et ça, Madoff? Mais Madoff, ouais. Il triait sur le volet, les gens, ils le suppliaient de prendre leur oseille. Un génie. 23 ans, 35 millions en prison. Bah les gars, j'ai l'impression qu'il a fait une vie en accéléré. Alors les Canadiens, ils vont le mettre en travaux d'intérêt généraux, il va aller couper les arbres. Il va ramasser les ordures, et puis voilà. Cueillir des champignons.
Qu'est-ce qui t'a passionné dans ce trou du lapin et qu'est-ce que tu vas trouver comme réponse que tu n'avais pas à l'extérieur de ce trou-là à l'époque où tu étais banquier d'affaires? La première chose, elle est technique. C'est que je n'avais pas pris conscience de l'importance qu'allait prendre la blockchain. Bon. Donc ma première étape intellectuelle a été de comprendre ce qu'est une blockchain, comment ça fonctionne, et de voir qu'il y en avait de deux types, des centralisés privés que pratiquement tous les grands groupes industriels et financiers vont utiliser, ou commencent déjà à utiliser, pour des problématiques de traçabilité, de propriété intellectuelle, enfin peu importe. Ils vont utiliser ça comme ils utilisent Internet. Et puis, il y a l'univers des blockchains décentralisés et publics qui touchent à des problèmes de gouvernance. Bon. Et là, je fais partie de ceux qui considèrent que le capitalisme financier qui s'est perverti depuis 40 ans nous conduit à une catastrophe. Or, comme je suis un libéral et convaincu qu'il n'y a pas fondamentalement d'autre système que le capitalisme, je dis, y aurait-il, dans cet univers Bitcoin, des éléments à prendre en compte pour moduler, pour modifier les rapports de force qu'il y a dans ce capitalisme ultra financiarisé, etc. Et donc, premier élément que j'ai découvert, c'est la notion de gouvernance. Et supporté par cette notion de gouvernance, c'est le fait qui est dans le petit booklet que vous m'avez donné, le Bitcoin répond à une volonté de contestation pacifique. Bon. Ça j'aime. Ça j'aime parce que qui dit pacifique dit qu'on va éviter ce que l'on voit aujourd'hui, c'est le recours à la violence, okay, donc à des problématiques de concertation, etc. Donc là, je me suis dit, il y a un élément technique que je ne connaissais pas et il y a un élément de gouvernance. Par contre, qui pose le troisième point, qui est la valeur. А именно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. C'est par ces mots que Vladimir Poutine a annoncé mardi soir que la Fédération de Russie allait envoyer 300 000 soldats de plus pour tenir le conflit en Ukraine. Pour situer les choses, la Russie a déjà engagé environ 150 000 hommes. Si ces paroles sont bien suivies des faits, ce qui est plus que probable, alors ce conflit prend une ampleur bien plus grande. Autre point très important, l'annonce de la tenue de 4 référendums dans les 4 provinces où la Russie est déjà militairement présente en Ukraine. Louhansk, Donetsk, les 2 régions qui se sont proclamées autonomes et qui sont en conflit avec l'Ukraine depuis 2014, ainsi que Zaporizhzhia et Kherson, qui sont des conquêtes russes de cette année. Pourquoi est-ce important ? Car la doctrine militaire russe relative à l'usage des armes nucléaires fait référence à la défense de l'intégrité territoriale de la Fédération de Russie. Dit autrement, tant que ces régions sont des conquêtes militaires en Ukraine, ou que les troupes russes assistent des régions autonomes, donc étrangères à la Russie, il n'y a pas de raison que des armes nucléaires soient employées. Par contre, si ces régions votent le rattachement à la Russie, alors elles deviennent partie intégrante du territoire russe, et cela permet, du point de vue russe, l'emploi d'armes nucléaires pour défendre ces territoires. C'est donc pour ces 2 raisons que ces derniers jours marquent une forte hausse de l'intensité de ce conflit ukrainien. La stratégie me semble claire, mettre dans la balance les armes nucléaires pour entériner politiquement la conquête de ces régions par l'Occident. La prochaine étape de l'escalade est donc dans les mains des États-Unis et de l'Union européenne. Aux 2 extrêmes, soit ils acceptent que ces territoires soient tombés en territoire russe, et cela peut faire l'objet de négociations pour sortir de ce conflit, soit les Occidentaux refusent en bloc et il faudra armer encore plus les Ukrainiens, voire élargir le conflit à d'autres pays, puisque l'armée ukrainienne pourrait ne pas suffire en nombre d'hommes face aux troupes russes.
Tout cela est encore très mouvant et flou à la fois, mais il est important de resituer ce conflit dans le contexte économique mondial qui n'est pas du tout brillant non plus. L'impact sur l'Occident sera fort, mais encore plus pour l'Europe. Une semaine très chargée en volatilité, là ça rigole pas, là j'ai pris uniquement les événements majeurs. Powell il est chaud, il va parler 2 jours à la suite, sans pause détente sur l'île Epstein. On a également Lagarde qui va parler 2 fois, sans doute une fois pour dire que les Italiens sont devenus méchants, car ils sont plus gentils. Et concernant la Russie, elle va dire qu'il faut plus s'auto-flageller le dos, en disant « take that Poutine ». Alors, les sanctions avec le fouet ne semblent pas très bien porter leurs fruits comme le montre ce graphe, euro contre le rouble russe. Peut-être qu'elle va proposer de le faire avec 2 fouets, un par main, 2 fois plus de plaisir, 2 fois plus de take that Poutine. Les banques françaises sont extrêmement exposées à la dette italienne, hein, donc BNP, Crédit Agricole, ainsi que certaines banques allemandes. Donc à mon avis, ça peut faire exploser l'euro et la plupart des banques européennes. Donc les banques italiennes sont pires. Hein, si vous regardez les cours, Unicredit, ça valait 171 € en 2000. Ça en vaut 10 à peu près, donc là à mon avis ça risque de sauter lundi. Par contre, quand on regarde l'Europe, le DAX a pété les supports, le CAC 40 est rentré en bear market, le SMI, on n'en parle même pas, c'est la fin du monde en Europe. On vient de se rendre compte que finalement, on n'était pas vraiment sorti de l'auberge du tout en Europe et qu'on allait avoir pas mal de problèmes énergétiques, etc., etc., bien entendu. Et puis en plus, comme on avait besoin d'un truc supplémentaire, eh bien, on a l'extrême droite qui rentre au pouvoir en Italie. Donc ça va certainement aider le côté confiance, ça va sûrement aider à calmer le stress de la dette en Italie. Et donc du coup, on a un truc supplémentaire pour se mettre sur le dos. En tout cas, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, les futurs sont déjà dans le jus. Et puis alors, par-dessus tout ça, on a aussi l'Angleterre qui commence à flasher avec des signaux rouges d'alarme un petit peu partout. Alors l'Angleterre, ils ont perdu leur règne, ils ont un nouveau roi qui est mezzo, ils ont une nouvelle Premier ministre qui prend le pouvoir et donc du coup, le gouvernement est déjà en train de signer des milliards et des milliards de chèques pour pouvoir soutenir l'économie, pour pouvoir soutenir le peuple qui se retrouve jusque-là par rapport à la facture d'électricité. Donc ça va augmenter encore la dette, augmenter les problèmes, affaiblir encore la monnaie en Angleterre. Donc du coup, on a pris conscience de tout ça depuis 2 jours. Les sources primaires de la baisse. Tout d'abord, la fin de l'argent gratuit. La remontée verticale des taux d'intérêt. S'il vous plaît, regardez ce graphique. Vous avez sous les yeux. Nous sommes en fait en train de vivre. Nous sommes en train de vivre la fin de 40 ans de baisse des taux d'intérêt. C'est pour ça que le marché est sous pression. Vous avez un graphique qui expose depuis 40 ans, depuis le début des années 80, le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis, le taux d'intérêt à 10 ans des États-Unis, le taux d'intérêt à 2 ans de l'Allemagne, le taux d'intérêt à 10 ans de l'Allemagne. Depuis 40 ans, c'est une tendance baissière et regardez depuis 1 an, nous sommes en train de casser par le haut ce trend baissier. Donc ce qui est en train de se passer est extrêmement important. C'est vraiment une remontée verticale des taux d'intérêt. C'est pour moi la raison principale en fait du choc sur le marché. Bien sûr, deuxième raison, l'inflation hors de contrôle qui a débuté bien avant la guerre. Alors cette inflation hors de contrôle est illustrée ici à droite par le taux d'inflation annuel au sein de la zone euro. Depuis plus de 25 ans, jamais on a eu, je vous laisse observer cette courbe du taux d'inflation au sein de la zone euro, c'est complètement incroyable, et post-Covid. Alors, c'est pas la faute de la guerre en Ukraine. Voyez ici la dynamique du CRB Index. Je vous montre ça tout de suite. Le CRB Index, c'est un indice composite de matières premières, de 19 grandes matières premières. La guerre en Ukraine, c'est là, sur le graphique. La hausse a commencé en avril 2020. Les 80% de la hausse du prix des matières premières, c'était avant la guerre en Ukraine. Et ça, c'est lié au Covid, où pendant 1 an, plus d'investissement dans les moyens de production, mise en pause des moyens de production, mauvaise gestion des ressources humaines, il y a eu des licenciements, et lorsque l'économie est repartie, le système de production n'a pas pu faire face à la demande. Et on est encore là-dedans, dans ces goulets d'étranglement
entre production et consommation. Sans oublier les problèmes de logistique. Et bien sûr que les événements géopolitiques sont venus rajouter des tensions à ces problèmes de flux fondamentaux. Mais la raison était bien plus ancienne, et c'est même plus globalement probablement des raisons liées à cette injection massive de liquidités depuis 2008, qui a créé tellement de distorsions entre économie réelle et économie financière ou virtuelle, comme on veut, que c'est ça qu'on paye actuellement. C'est sûr que les prochaines années, je pense qu'il va y avoir une transition, un équilibre. Ça a toujours existé dans l'économie, là, dans le passé. On va avoir probablement un équilibre à faire à ce niveau-là, parce que si on peut pas réimprimer actuellement, puisque c'est l'impression, c'est inflationniste. Donc, et comme l'inflation est déjà élevée, on peut pas imprimer et monter l'inflation à 20-30%. Enfin, ça, c'est pas possible. Donc, du coup, en fait, on est un peu dans un cercle où le temps va stabiliser les choses probablement, et c'est vrai qu'une récession, ça pourrait peut-être effectivement un petit peu rééquilibrer temporairement les choses, puisque ça redescendrait l'inflation, on pourrait relancer la croissance. Le seul hic, c'est que si on relance encore avec des impressions, ça risque encore de créer de l'inflation. Donc c'est pour ça qu'on est les prochaines années sur un cercle un peu vicieux, je dirais. Et puis aussi, on a besoin d'inflation pour éliminer la dette. Dans le sens où une inflation élevée, ça c'est bon en ce moment pour la Fed pour sa dette, puisque le taux d'inflation est supérieur au taux directeur, ce qui fait que pour eux ça les aide aussi un petit peu à diminuer la dette à ce niveau-là. Bon, ce matin il y a eu un gros push sur le dollar index. Donc ça s'excite ici, donc on a une grosse excitation, mouvement parabolique au niveau de la force du dollar, avec des gros dégâts au niveau par exemple de GBP USD. Ici, la livre sterling qui se fait défoncer. L'euro dollar, c'est pas à la fête non plus, un 0,5% de pouvoir d'achat en moins au moment où on se parle. Et donc ici, un mouvement vertical. Donc qu'est-ce que ça nous dit, ce graphique? Ça nous dit qu'on aimerait bien que ce soit le Bitcoin. On aimerait bien que ce soit votre crypto préféré, mais non, c'est bien le cash, c'est l'USD qui est king ici, et qui est depuis malheureusement quelque temps le seul asset qui vaille vraiment la peine d'être holdé. Donc voilà ce que ça nous dit. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va pas se reverse à un moment ou un autre, mais c'est pas ce que nous indique le graphique. Pour que ça se reverse, il faut du temps. Il faut de la consolidation, ou peut-être même appuyer encore plus fort sur la languette du flamby. Donc ici, ce n'est pas confortable là, parce que cette poussée a un impact sur tous les assets dans lesquels on investit. On a le gold qui continue à nous dessiner un magnifique M monthly. Donc globalement, gold, il nous envoie nous faire foutre. Donc là, petit big up à tous les gold bugs, ceux qui s'y ont mis fort dans les métaux. Ici, il y a un gros M monthly, c'est bearish. Et encore pire, un W monthly coincé dans un M monthly. Globalement, ici, c'est un top, un macro top ici au niveau du gold. Alors, ça veut pas dire que c'est une bonne idée de le vendre ici, mais ça veut dire que globalement, la structure de marché a été cassée et que les rebonds sont faits pour être vendus. Globalement, c'est cuit. Donc, on oublie gold, à mon avis, pour pas mal de temps. Il va falloir du temps pour inverser ça. On a déjà connu un événement similaire par ici, et bien sûr, ils n'ont pas voulu y croire non plus. Le graphique ne ment pas. Donc, ou un événement similaire ici, voilà, et vous avez vu un peu. Donc, malheureusement, ici, ce n'est pas le gold qui va nous sauver. Pour l'instant, c'est le dollar. Qu'est-ce qui nous montre? Notre ami Matthew Island. Il nous montre le bisou de la mort. Donc là, c'est la moyenne mobile. Combien? C'est la 21 monthly, la moyenne mobile 21 monthly. À chaque fois qu'on l'a touché, qu'on s'est fait rejeter, ça a été le crack, tu vois. En 2001, sur l'SP500. Alors là, c'est l'SP500, c'est le Bitcoin de la bourse. En 2001, on lui fait un bisou, on la perd et bim, on s'enfonce. En 2008, on lui fait un bisou, on s'enfonce. Donc c'est bulle Internet et crise des subprimes. Et maintenant, on est pareil. On lui a fait bisous, on l'a perdu et peut-être qu'on va s'effondrer et on va partir sur un crack. Voilà, c'est ce qu'on a vu en début de vidéo. Si on fait un crack, on va chercher des niveaux pas loin du crack Covid. C'est un Bitcoin qui ira entre 10 et 12 000 $. C'est pour ça qu'il faut être prudent.
Allez, on passe sur l'analyse du Bitcoin. Donc là, on commence par l'hebdomadaire. Donc on va constater la clôture de la semaine précédente qui a clôturé donc hier soir, dimanche soir. Et pas très positif puisque on avait ici la clôture du 27 juin 2022 qui globalement matérialisait le support des 19 000 et qui matérialisait surtout un point bas, parce que ici on avait quand même un petit creux qui avait été effectué avec cette clôture. Là on avait un deuxième creux qui aurait pu se matérialiser ici. Et là on fait un nouveau plus bas. Donc ça c'est pas top du tout, et franchement je suis assez pessimiste sur la tenue de ces niveaux là, ici la zone des 17 000 20 000 $. Globalement, est-ce qu'on va vraiment réussir ici à poser un bottom? Ça semble devenir de plus en plus compliqué. Comme les marchés financiers sont des jeux à somme nulle, si la majorité attend pour acheter ici, le marché n'ira pas. Parce que ce sont la majorité de perdants qui financent les gagnants dans un jeu à somme nulle. La question, c'est ce que je disais sur Twitter avec des amis et avec des collègues, c'est est-ce que c'est mon biais de voir que la majorité est bearish? C'est ça qui est dur à déterminer. Selon toi, je te laisse me le dire en commentaire, est-ce que la majorité est bear ou est-ce que la majorité est bull là en ce moment? Moi, j'ai l'impression quand même que, autrement posé, est-ce que tu penses que ce range-là, cette consolidation que l'on fait depuis un moment, sert à la smart money ou au gros à redistribuer? Ou est-ce que potentiellement elle sert à réaccumuler cette zone? Ici, on a une distribution. Ici, on a une distribution. Ici, on a une réaccumulation. Ok? Ici, on a une redistribution. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on redistribue ou est-ce qu'on accumule, selon toi? Accumuler, ça ne veut pas dire pour un nouvel ATH, mais ça veut dire peut-être pour un sursaut. Un sursaut comme après une réaccumulation ici. C'est ça la question qu'il faut te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, même si certains sont bullish, encore, je pense, comme moi je suis plutôt bullish, est-ce que même si certains sont bullish, il y a assez de masse bullish pour que ça permette de faire une redistribution? Ou est-ce qu'il reste des gens bullish, mais il y a quand même énormément aussi de gens bearish qui attendent plus bas? Et donc la smart money, elle n'a pas que d'autre choix que de réaccumuler dans les mêmes vendeuses ou dans les mêmes passives, entre guillemets. Quand je dis les mêmes passives, ce sont les mêmes qui attendent. Encore une fois, moi le premier, et j'en vois beaucoup d'investisseurs dans le BTC, dans les cryptos, qui disent si on revient là, c'est une bénédiction. Je me frotte les mains et je réaccumule fort. Quand je dis là, c'est entre 12 000 et 10 000. Peut-être pas aux 15-16 000. 15-16 000, ce scénario existe aussi. On va le voir peut-être cette semaine. C'est-à-dire, cassure à la baisse, on panique, tout le monde est là, yes, on part au 12, et bam, on coupe l'herbe sous le pied et on repart à 16. Et après, on fait ce fameux rallye, pour plus tard aller à 10. Et pour revenir sur le Bitcoin, donc on est en bas de range. Si on fait un même mouvement qu'en 2018, je vous avais expliqué ça, mais en gros, là, on est en train de créer un gros support, un peu comme le support des 6 000 $, où ça tient, mais le fait de mettre trop de pression sur ce support, ça finit par céder, parce qu'en fait, on accumule beaucoup de liquidité dessous, et ensuite, on break et on va chercher la liquidité, donc ce qu'on appelle plutôt les margin calls. En gros, c'est les gens qui achètent avec levier en espérant que ça puisse repartir. Et on leur liquide totalement leur compte en allant chercher leur prix de liquidation. Généralement, c'est ce qui peut arriver. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de préparer maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours beaucoup plus de personnes, et là je parle pas de quantité en termes de Bitcoin ou d'argent misé en dollars, etc., mais en termes de quantité de traders, de ce que nous dit Binance, si Binance ne ment pas, on a environ 2,55 longues pour short. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on a plus de 2,5 longues pour un short. C'est énorme. De quantité de traders. Donc 2,5 traders en longue contre un trader en short. Ok, donc il y a beaucoup plus de traders qui sont longues actuellement sur ce bas de support. Ça veut pas dire que le marché peut pas se reprendre, mais tant qu'il se reprend pas, tous ces acheteurs ici sont des victimes qu'on peut liquider plus bas tout simplement. Et des acheteurs auxquels on peut mettre la pression. Ok, donc faut faire attention à ça, et que si jamais on est dans ce scénario, on pourrait simplement rebondir puis continuer de foutre la pression jusqu'à vraiment casser au sud. Voilà, donc sur les choses qu'on regarde en général, globalement, vous le voyez, le Rodel qui est en zone verte, donc ça c'est plutôt une zone de bottom, ça veut dire que on a des long term holders qui tiennent bon, le stock to flow qui lui pour le coup est pas du tout dans ses clous, qui a complètement perdu ici sa traîne normale, le NUPL, donc le Net Unrealized Profit and Loss, c'est-à-dire combien du marché est en perte ou pas, qui repasse dans la capitulation. Désormais, on revient dans la zone rouge.
Le pourcentage des bitcoins sur les exchanges qui est toujours en train de descendre, malgré un léger retour, ici vous le voyez, là, un léger retour des bitcoins sur les exchanges, sur cette vague haussière ici. On va prendre celui-ci plutôt, le Net Realized Profit and Loss, qui joue avec le zéro depuis désormais mai 2022. Depuis mai 2022, à chaque fois qu'on revient dans le vert, ici, vous le voyez, on a des vendeurs. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont en perte et qui, au moment où on revient dans la zone plus ou moins intéressante, se hedge, c'est-à-dire sortent tout simplement leur longue initiale, leur achat au spot est sorti ici à cet endroit-là. Donc on joue énormément avec le zéro, ce qui est vraiment une dynamique de bottom et de bear market. Le accumulation trend score qui reprend un petit peu, qui est autour des 40, donc c'est pas énorme, on n'est pas sur une zone énormément accumulée, contrairement à ces zones-là où vous le voyez, on était autour des 90. La dormance qui est complètement aux fraises, littéralement sous sa zone verte et qui là pour le coup suit beaucoup le prix, je trouve, sur ces niveaux-là. Donc on est vraiment, ça veut dire les bitcoins accumulés à court terme font le prix. Le réserve risque qui passe également sous la zone verte, donc ça c'est plutôt une dynamique de bottom aussi. Est-ce que le bitcoin est à un bon prix ou pas? Est-ce que c'est une bonne zone d'achat ou pas? La minute pédagogie avec Xavier Fenot. L'important dans ce type de marché, c'est d'avoir un sens prioritaire et de s'y tenir tant qu'il n'est pas invalidé. Acheter, vendre comme ça toutes les heures dans un marché qui se cherche, ça monte, ça baisse, machin, etc. Au-delà de perdre du temps, de l'énergie et de l'argent, c'est surtout que c'est généralement des trades réalisés avec émotivité. Et pour pouvoir être méthodique, rigoureux et discipliné dans la durée, il n'y a pas d'autre moyen que d'être focus sur un processus, sur sa manière d'intervenir sur le marché, de respecter ses plans, plutôt que d'être dans la recherche de performance permanente dans tous les sens. Alors, ça va peut-être pas donner 15 trades dans la journée, 15 trades dans la semaine, mais qui a dit que trader plus, c'est gagner plus. Et d'ailleurs, j'ai de plus en plus de personnes qui me le disent. Ah, effectivement, je trade moins, je suis plus serein, je comprends ce que je fais, pourquoi, comment, et je fais plus de performance. Parce que le pire ennemi en trading, c'est vouloir être partout, tout le temps, dans tous les sens. Sans au final, à la fin de la journée, on se dit pourquoi j'ai fait ce trade? Parce qu'on débriefe jamais, faut pas se le cacher. Pourquoi j'ai fait ce trade? Comment je suis intervenu? Est-ce que machin? Non, on trade que à l'émotif. J'avais préparé ce trade en amont? Ah non, mais j'ai fait au... Ce qui est quand même assez étonnant aussi, c'est, je trouve qu'il y en a pour beaucoup, un trade perdant préparé en avance, c'est beaucoup plus grave et c'est même gravissime par rapport à un trade perdant réalisé un petit peu au pif. Et je dirais même qu'un trade émotif gagnant, c'est plus grave qu'un trade perdant préparé en amont. Parce qu'au final, un trade gagnant réalisé par émotivité, un petit peu au pif, on ne pourra pas le reproduire. Et donc, toute cette discipline et cette rigueur, à moyen long terme, c'est mort. Donc ça marcherait peut-être une fois, 2 fois, 3 fois, allez, avec de la chance 10 fois, mais pas sur le long terme. Rappelons-nous, l'investissement, même le trading d'ailleurs, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Un chirurgien parisien qui est traîné actuellement devant les tribunaux à cause d'un NFT. Donc, le titre de l'article, c'est « Le chirurgien ayant proposé un NFT de la radiographie d'une survivante de l'attaque du Bataclan fait à nouveau polémique ». Donc là, vous commencez déjà à comprendre pourquoi il est traîné devant les tribunaux. Donc le procès du chirurgien ayant cherché à vendre un NFT de radiographie d'une de ses patientes vient de s'ouvrir. Toutefois, l'argumentation de ce dernier est loin de faire l'unanimité. Vous allez vite comprendre pourquoi. Un procès sous le signe du scandale. Les jetons non fongibles peuvent être une véritable mine pour les amateurs d'art et d'objets insolites. Toutefois, les images proposées peuvent parfois faire polémique. Au mois de janvier dernier, un chirurgien en avait fait les frais en cherchant à vendre un NFT tiré de la radiographie d'une survivante de l'attaque du Bataclan. Celui-ci montrait le bras d'une femme transpercé d'une balle. L'événement qui avait eu lieu en 2015 reste encore aujourd'hui un sujet sensible pour la population. Cette affaire de NFT particulier avait provoqué un tollé, d'autant plus que le principal intéressé n'était pas inconnu des tribunaux. Ouais, parce que ce médecin avait déjà en fait été traîné devant les tribunaux parce qu'il avait révélé des informations personnelles sur un patient, ce qui est interdit dans le domaine médical, bien sûr. OpenSea qui va maintenant supporter Arbitrum, donc elle va supporter les NFT basés sur
Arbitrum. Et comme on est dans OpenSea, restons-y parce qu'OpenSea a également apporté plusieurs améliorations sur sa plateforme. Elle va permettre aux créateurs d'héberger leur page de drop NFT et ils pourront également personnaliser leur page avec des images, des vidéos. Donc ça c'est intéressant, même si le marché des NFT là aussi c'est un peu mort comme les cryptos, c'est justement le moment de build, ramener des fonctionnalités supplémentaires pour que quand le marché repart, les plateformes puissent briller de plus belle. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup aussi, ils se sont alliés très tôt à Feocius. Feocius, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un artiste très connu maintenant, vraiment c'est un incontournable. À l'époque, il avait à peine 100K followers et maintenant en fait, c'est une star en fait le mec. Et du coup, ils ont eu la chance du coup de bosser avec lui. Et donc, grâce à la notoriété de Feocius, ils ont aussi pu reach le mec qui est en fait dans le top 10 des plus grands artistes et des artistes les plus cotés au monde, dans les plus chers au monde, qui s'appelle bien sûr Takashi Murakami. Pour ceux qui connaissent pas Takashi Murakami, pour la faire très simple, en gros, il est considéré comme le successeur de Andy Warhol, et voilà, c'est dans le top 10, top 5 des plus grands artistes au monde. Donc forcément, quand on vous dit qu'il y a Feocius et Murakami sur un projet, les gens ils FOMO de ouf. En plus, racheté par une grosse boîte qui est Nike et qui du coup forcément a de l'argent, a des ambitions, etc. et tout, et bah le projet en fait a explosé du coup, donc il a explosé en mai 2021 du coup. Sachez que à la base, le projet en plus, il revient de loin parce qu'en fait, ils avaient fait une espèce d'enchère un peu bizarre qui démarrait à 3 ETH un peu dégressif. Et en fait, le projet s'est fait attaquer par plein de gens, par des bots, par des gens mal intentionnés et tout, ce qui fait que du coup, ils ont dû interrompre le mint et après, ils ont refait un mint du coup à 2 ETH fixe, en espérant que ça marche et ça a marché. Alors que maintenant, vous faites la même chose. En fait, dès que le projet se fait attaquer, en gros, le projet est mort, quoi. Donc, c'est des projets qui ont à la fois bénéficié, tous les 5 là dont j'ai parlé, ils ont à la fois bénéficié en fait d'être early, d'avoir quelques petits coups de pouce aussi, et surtout aussi d'avoir aussi la chance finalement, de saisir l'opportunité finalement parce que finalement, même un bon projet, ça suffit pas. Il faut le bon projet, la chance, l'orientation des astres. Enfin voilà, c'est des trucs vraiment très impressionnants. Pardon. Moi, ça m'impressionne de fou. Et du coup, voilà. Donc actuellement, le projet, du coup, le Clone X, ils ont 20K supply. Le floor price actuellement c'est 6 ETH. Moi je trouve que c'est une grosse somme, hein, mais par rapport à ce que ça peut reach, je trouve que c'est pas cher et je crois fort au projet, surtout qu'en fait ils ont une roadmap vraiment très très poussée et qu'ils la suivent. Pour l'instant ils ont délivré par exemple les appartements, les space pods. Ils veulent aussi faire plein de choses forcément aussi avec Nike. D'ailleurs je vous le rappelle, ils veulent aussi faire le Nikeverse, donc vraiment tout un métaverse complet. Ils veulent faire un lien entre la vraie vie, les habits et puis le métaverse, le Web3, les NFT, tout ça quoi. Et du coup voilà, en plus ce qui est bien, c'est qu'ils mettent, ils mettent beaucoup en avant la commu et le sentiment d'appartenance, notamment en vendant des goodies ou des fringues exclusivement du coup aux holders des Clonix. Donc vraiment, ils sont très axés commu. Et de toute façon, finalement, dans les 5 projets que j'ai dit, en fait, c'est la commu qui lead le tout. Sans la commu, les projets là ne sont rien en fait. Et du coup, voilà, je crois vraiment très fort à ce projet Clonix, un peu plus, on va dire largement au studio du coup Artifact, mais pour moi voilà c'est vraiment Clonix la collection phare et voilà j'avais également hésité à mettre la collection Adidas qui ressemble un petit peu, c'est un peu Nike contre Adidas, mais je pense que Clonix est quand même loin devant. Je tenais à partager avec vous cet article de Cryptost qui parle des arnaques NFT. Qui sont ces chatteurs qui animent faussement les serveurs Discord? Sur des plateformes de microservices comme Fiverr, il est possible de payer des personnes pour créer une fausse ape sur les serveurs Discord de collection NFT. Nous faisons le point sur cette pratique peu éthique basée sur le paraître. Et si l'activité des serveurs Discord NFT n'était qu'une illusion? Se fier à l'activité de son serveur Discord pour juger de l'effervescence d'un projet de token non fongible peut être tentant. Mais si tout cela n'avait aucune valeur. Au début du mois de septembre, un influenceur crypto a publié une vidéo pour le moins intrigante sur laquelle on voit plusieurs personnes dans un appartement, chacune en train de communiquer sur un serveur Discord. Mason Wesley explique qu'il a reçu cette vidéo dans laquelle on lui expliquait que ces personnes seraient payées pour rendre son serveur Discord plus actif pour sa communauté. Bien que l'on ne puisse pas baser un argumentaire uniquement sur cette vidéo, cela invite tout de même à creuser plus en profondeur. Si l'on se rend par exemple sur Fiverr, une plateforme sur laquelle des freelances proposent leurs services, et que l'on tape simplement « chatter », dans la barre de recherche, voici ce que l'on peut trouver. La copie d'écran ci-dessus nous montre que les 2 premières lignes de résultats, mais ces derniers s'étendent sur plusieurs pages, souvent avec des mots-clés récurrents. Discord Ape,
NFT Discord Chat, Active Discord Chatter, NFT Hype. Les offres sont toutes similaires. À partir d'une dizaine d'euros, les annonceurs proposent d'animer les discussions sur les serveurs Discord dédiés aux NFT de leurs clients pour une journée ou plus. Le voyage commence après l'achat d'un pack de démarrage en édition limitée, un pack de démarrage de base ou un pack de jeu gratuit. Vous pouvez choisir le pack que vous aimez en fonction de combien vous êtes prêt à investir dans le jeu. Chaque pack aura des outils de minage que vous pourrez utiliser dans le jeu et bien sûr le plus cher sera le plus attractif. Si vous voulez devenir propriétaire foncier dans le jeu, vous pourrez participer aux ventes de terrains. Les terrains sont représentés par des NFT. Et si vous possédez des terres, les autres joueurs vous paieront de petites taxes à chaque fois qu'ils exploiteront votre terrain. Votre terrain ou la parcelle de terrain que vous exploiterez aura des minéraux de base comme le fer, le cuivre et la ferraille. Ces matériaux seront nécessaires aux mineurs pour améliorer l'équipement de base du joueur. Pour vous sortir de mines complexes, vous devrez collecter, acheter ou gagner des minéraux rares tels que le plasma cristallisé et le prisminium, qui sont disponibles dans des parcelles de terrain ou des mines en location. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.